On dit dans une sorte de scénario catastrophe pour faire un clin d'œil à SimCity. C'est la meilleure manière de conscientiser les gens, ce serait de tirer la plug sur tout ce que gère le municipal. Et là, les gens vont s'apercevoir de tout ce qui marche pas quand ça fonctionne pas au municipal. C'est arrivé quand même souvent que j'ai croisé des maires qui se vantaient que ça faisait plus de 10 ans, plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu une seule personne qui avait voté contre de quoi en séance conseil municipal. Imaginez, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, ça avait été unanime depuis 10-20 ans. C'est le deal dans la citoyenneté, c'est je vais payer mes impôts, mais en retour, je veux que, évidemment, que mes rues soient pavées, mais aussi que je me sente investi dans cette collectivité-là. Bonjour tout le monde, bienvenue au balado C'est au municipal que ça se passe. Ici Évelyne Baudin, mairesse de Sherbrooke. Aujourd'hui, on reçoit Harold Bérubé, qui est historien et spécialisé dans le monde municipal. J'ai préparé plein de questions avec lui, on va pouvoir échanger. Donc, on vous remercie d'être à l'écoute. Donc, Harold, commençons. Dis-moi un peu qui est Harold Bérubé, c'est quoi ton parcours? Puis surtout, moi, ce qui m'intéresse dans ton parcours, là, c'est comment un jour t'es devenu vraiment un passionné du monde municipal. Parce que c'est quand même rare, là, ça. Là. Oui, donc je vais vous faire l'histoire rapide de comment moi aussi j'en suis à la conclusion que ça se passe au municipal. Donc très rapidement, qui est Harold Bérubé? Donc je suis professeur ici à l'Université de Sherbrooke au département d'histoire. Puis effectivement, je me décrirais comme spécialiste de l'histoire des villes et de leurs habitants. Je m'intéresse surtout à l'histoire disons, politique et culturelle des villes. En ce qui concerne mon cheminement vers le municipal, quand j'étais étudiant en histoire, quand je me suis intéressé à des études au cycle supérieur, mon chemin a croisé celui de Michel Dagenet, qui est une professeure à l'Université de Montréal. Et à l'époque, je voulais travailler sur des questions d'identité nationale, un peu des sujets assez classiques de l'époque. Et c'est elle qui insidieusement m'a attiré vers le municipal. Elle m'a invité à réfléchir un peu à la manière dont on parlait de Montréal lors des célébrations du tricentenaire de la ville en 1942. Fait que là, j'ai comme glissé tranquillement du national au municipal. Et là, mon cas était classé au doctorat lorsque je me suis intéressé à la façon dont on gouvernait et on gouverne les banlieues de Montréal. Donc là, je suis rentré vraiment à fond dans les archives municipales, la réglementation, conseils municipaux. Puis dans le fond, ce qui m'a vraiment intéressé, c'est le fait que, dans le cas de ces banlieues-là notamment, c'est que je m'intéressais vraiment à la manière dont on fabrique la ville. C'est l'idée concrètement, le pouvoir local, comment le pouvoir local va créer l'environnement dans lequel on vit au jour le jour, l'influence énorme et discrète qu'il a sur la vie des gens au quotidien. Et donc, j'ai jamais lâché ce filon-là par la suite. C'est drôle parce que quand je vais dans les écoles, souvent, pour illustrer un peu c'est quoi mon travail, j'explique aux jeunes, avez-vous déjà joué à SimCity? Oui. Puis là, ils sont là comme, ah ouais, j'ai déjà entendu ça, ce jeu-là. Puis je suis là comme, ben, tu sais, c'est un peu ça, là, tu sais, j'essaie de voir, moi, dans mon travail, comme, c'est quoi la ville la meilleure, où placer les usines, les écoles, les maisons. Oui. Puis ça leur permet, c'est une manière, je trouve, ludique, là, d'illustrer un peu le travail d'urbanisme. Mais t'as dit quelque chose que je trouve intéressant. T'as dit, à l'origine, moi, c'était beaucoup l'identité nationale qui m'intéressait. Puis là, t'as bifurqué vers le municipal. Oui. C'est drôle parce que moi aussi, ça a été beaucoup ça. Tu sais, en politique, j'ai commencé par m'impliquer dans un parti politique national, là, Option nationale. Puis c'est après que j'ai eu la piqûre pour le municipal. Est-ce que j'essaie souvent de voir comment intéresser les gens là, qui s'intéressent surtout à la question nationale ou bien dans les cercles indépendantistes notamment, là, comment les intéresser, eux, comment leur faire comprendre que c'est au municipal que ça se passe, cette question-là aussi? Oui, là. Oui, il y a quelque chose de vraiment, comment dire, presque... il y a quelque chose d'embêtant avec le pouvoir local et municipal, c'est sa discrétion et son omniprésence. C'est comme dire dans une sorte de scénario catastrophe pour faire un clin d'œil à SimCity. C'est la meilleure manière de conscientiser les gens, ce serait de tirer la plug sur tout ce que gère le municipal. Et là, les gens vont s'apercevoir de tout ce qui marche pas quand ça fonctionne pas au municipal. Je pense que le pouvoir municipal, le pouvoir local est un peu victime de son succès, entre guillemets, ou du fait que plein de choses qui ont eu lieu au 19e siècle, début du 20e siècle,
toute la fabrication du tissu urbain, les infrastructures qui nous entourent, tout ça est devenu banal. On s'est habitué à être dans une ville où on ramasse les poubelles, on déneige les rues, et tout ça fait partie un peu de notre quotidien, mais on réalise pas à quel point c'est quelque chose de relativement nouveau. C'est quelque chose qui s'est pas fait naturellement. Donc c'est ça. Je pense que le pouvoir municipal est un peu victime de son omniprésence discrète. Il est là partout. Il nous affecte au quotidien, parfois beaucoup plus que certaines politiques adoptées au provincial ou fédéral. On a tendance à un peu l'oublier. Ce qui est un peu tragique. Oui, puis si on parle de l'urbain, des villes, tu disais que c'est un phénomène assez récent parce que, je sais pas si je me trompe, là, mais il me semble que ça fait pas si longtemps qu'il y a plus de la moitié de l'humanité qui habite dans une ville. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que c'est un phénomène, disons, nouveau en termes, disons, historiques sur le très, très long terme. Là. Si je prends juste le cas du Québec, c'est seulement depuis le recensement de 1921, donc que le Québec est majoritairement urbain. Puis il faut dire, c'est une définition généreuse là, d'urbain. Là. C'est urbain, si je me souviens bien, à l'époque, c'était 1000 habitants et plus. On était 1000 habitants et plus, c'est urbain. C'est 1000 ou 5000. Mais en tout cas, donc, la définition était déjà relativement restreinte. Donc, c'est un phénomène assez récent. Et d'ailleurs, justement, le pouvoir municipal avant ça, donc, est assez limité, c'est-à-dire que le régime date du milieu du 19e siècle, mais c'est vraiment au début du 20e siècle qu'on commence à lui en demander beaucoup plus que de simplement s'assurer que les gens ne construisent pas de maisons en plein milieu de la rue ou quelque chose comme ça. Ben justement, parlons-en un peu de l'évolution, de l'histoire des villes au Québec. Mettons que tu aurais à résumer, là, parce que je sais que tu as écrit des livres là-dessus. Oui. D'ailleurs, on peut en faire la publicité, hein, si jamais les gens veulent les acheter. Si tu avais à résumer là, comme tout le savoir que tu as accumulé, mais en quelques minutes, là, c'est quoi là, les grands jalons, les grandes étapes, les moments marquants de l'évolution du monde municipal au Québec? OK. Je vais me donner une chance en excluant la période coloniale, disons. OK. Fait que donc, les villes se multiplient dans la vallée du Saint-Laurent, 18e, 19e siècle. C'est vraiment à partir, disons, du deuxième tiers du 19e siècle qu'on va se dire qu'il faut, disons, mettre à jour le mode de gouvernance de ces villes-là. D'ailleurs, c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais dans le fameux rapport de RAM, une des recommandations de RAM, c'est de créer des municipalités robustes dans ce qui est le Bas-Canada. Donc, milieu du 19e siècle, on crée le régime municipal tel qu'on le connaît actuellement. C'est l'acte des chemins et cités du Bas-Canada. Et c'est pour dire qu'à l'époque, donc, on a une conception très limitée du pouvoir municipal. Il s'agit de tracer des rues, les entretenir minimalement, éviter les nuisances, maintenir l'ordre sur le territoire. Donc, la commande qui est donnée aux municipalités et aux élus est plutôt limitée. Fait que tout ça fonctionne assez bien jusqu'au tournant du 20e siècle, mais au tournant du 20e siècle, urbanisation, industrialisation, donc les villes commencent à grossir rapidement. Il y a de plus en plus d'entreprises, d'usines, ça crée toutes sortes de problèmes, de tensions, etc. Et là, les villes, on commence à leur en demander beaucoup plus. D'ailleurs, pour moi, c'est assez symptomatique de la chose. Il n'y a pas de ministère des Affaires municipales avant 1918. Donc, à la fin de la Première Guerre mondiale, on voit bien que les élus sont dépassés, ils n'ont pas les pouvoirs, les ressources pour gérer les pouvoirs auxquels ils sont confrontés. Donc, là, je travaille à la hache. Des années 20, disons à 60, 70, le municipal s'ajuste, se met à jour, occupe de plus en plus de place. Et dans le cas spécifique du Québec, ce qui est intéressant, c'est que la Révolution tranquille est comme un couteau à double tranchant pour les municipalités. C'est-à-dire que quand on réforme, quand on modernise l'État québécois, ben on centralise à fond à Québec. À un moment où les municipalités auraient probablement été prêtes à prendre en tout cas une partie des responsabilités auxquelles on pensait à l'époque. Donc là, puis d'ailleurs, là, c'est dans ces années-là, à peu près, en tout cas dans les années 70, qu'il y a eu, tu me parles de centralisation, puis tout, là, qu'il y a eu, comment ça s'appelait, donc, le BANQ? Tu sais, qui ont fermé des villages. Le BAEQ, exact. Oui, tout à fait. Exact. C'est le Bureau d'aménagement de l'Est du Québec. Oui, il y a cette entreprise de rationalisation. Oui, exact. Mais c'est une bonne chose de le mentionner parce que le BAEQ, donc ça, c'est le pendant un peu pour les régions à l'Est du Québec, mais on va faire un peu la même chose à Montréal, puis dans les villes. L'idée, c'est de rationaliser l'espace. Puis là, on travaille au bulldozer, puis les élus municipaux et les habitants, les citoyens, se font tasser de toutes sortes de manières par des aménagistes, des urbanistes, etc., des experts qui débarquent et qui disent « Nous, on sait ce qu'il faut faire. » Fait de la place. Donc, on atteint donc ce moment-là. Et là, il faut vraiment attendre la fin des années 70, début 80, pour qu'il y ait une sorte de ressac. Et là, il y a une série de lois qui sont adoptées pour renforcer la démocratie municipale. C'est pas mal ces lois-là qui sont comme encore en vigueur. Moi, j'ai souvent le feeling qu'on est comme encore sur les lois des années
Je pense que 70, oui. 80? Il y a des lois qui ont été adoptées plus récemment, là, la loi sur le gouvernement de proximité, ce genre de choses-là. Ouais. Oui. mais effectivement, mais oui, on est vraiment dans ce courant-là, je pense encore, d'une certaine décentralisation, mais décentralisation dans les années 80 qui prend souvent la forme, je m'excuse de l'anglicisme, de dumping, c'est-à-dire qu'on promet la décentralisation aux municipalités, mais sans les fonds qui viennent avec, ce qui est un peu c'est ça, un vieux classique. Donc, on est encore, je pense, un peu là-dedans, c'est-à-dire que on voudrait que les villes en fassent plus. On est prêt à décentraliser un certain nombre de pouvoirs, puis Dieu sait qu'il y a des urgences à gérer, puis j'imagine qu'on va en discuter, mais les ressources ne suivent pas toujours. Donc, ce serait mon histoire du municipal en 4-5 minutes. Puis là, tu nous as amené donc jusqu'à les années 70-80, puis jusqu'à aujourd'hui. Là aujourd'hui, tu sais, en 2021, il y a eu quand même un grand intérêt là, qui a été porté au municipal. Moi, mon histoire là, du monde municipal, là, je remonte ça à 10-12 ans parce que c'est là où j'ai commencé plus à m'intéresser à la scène. Fait que j'ai une perspective un peu plus à court terme. Mais déjà dans ces, on va dire 10-15 ans, là, déjà sur cette période-là, il me semble que j'ai observé des changements très rapides. Oui. De comment ça se passe, puis de qui fait de la politique municipale. Mais est-ce que c'est juste parce que j'ai trop le nez dedans que j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose dans le monde municipal, d'après toi? Oui. Ou bien est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe dans le monde municipal avec une espèce de nouvelle vague ou une nouvelle génération là, qui est arrivée quelque part autour de 2021? Oui. Je serais tenté de faire une réponse plate d'historien puis de dire que j'ai pas assez de recul pour répondre à cette question-là, mais je vais quand même essayer. Je pense qu'on assiste à quelque chose. Il y a un phénomène sur lequel je vais revenir. Je pense pas qu'il est unique à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on le voit dans le monde municipal. Il y a souvent un effet de balancier, là. Tu sais, des moments de comment dire, de certaine passivité ou et qui alterne avec des moments de réforme, une volonté de renforcer les pouvoirs municipaux, ou alors il y a des demandes citoyennes très fortes, et là, le municipal doit se réajuster. Puis je pense qu'on est dans une période comme celle-là depuis un certain temps. Okay. Je pense que c'est dû à un certain nombre de faits, là, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de problèmes nouveaux, notamment liés à l'environnement, le vivre ensemble, l'intensification de l'immigration, sa diversification, toutes des choses qui, oui, peuvent être gérées en partie par le provincial et le fédéral, mais des choses qui vont vraiment solliciter l'attention des citoyens puis des élus au niveau local, des choses qui doivent être gérées au jour le jour. Tu sais, tout à l'heure, je parlais de l'omniprésence du municipal qui est devenue banale. Ben, je pense que là, on a une nouvelle série de problématiques qui n'étaient pas là avant, qui touchent les gens dans leur quotidien, et les gens s'aperçoivent que le municipal est peut-être mieux placé que le provincial et le fédéral pour gérer tout ça. Et je soupçonne que ça a donné donc des nouveaux débats, des nouvelles discussions, un nouveau profil d'élus au municipal. Donc, je pense qu'on est effectivement dans une période comme ça là, de réforme ou de bouillonnement par rapport à ces périodes où le municipal est, disons, plus tranquille. Ouais, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que souvent les gens ont associé ça, tu sais, je trouvais un peu juste à un nouveau profil d'élu. Mais pour moi, le nouveau profil d'élu, c'est aussi venu avec, tu sais, un nouvel intérêt, des nouvelles idées, un nouvel axe peut-être sur lequel les forces politiques se répartissent. Tu sais, puis je me faisais la réflexion, j'étais là comme, tu sais, au fédéral, les forces politiques vont se séparer entre beaucoup gauche-droite. Oui. Dans le monde provincial, au Québec, là, on va voir l'axe gauche-droite, oui, mais aussi l'axe souverainiste indépendantiste dont on se défait pas encore. En tout cas, c'est bien, ça va bientôt se régler, là, mais pas encore. Puis, dans le monde municipal, là, c'est quoi les différents axes qu'on observe, mettons qu'on essaye de s'intéresser plus à la période contemporaine, à moins que tu me dises que ces axes-là arrivent du passé. Là. Les historiens, vous êtes bien bons pour nous dire que tout ce qu'on vit, c'est pas la première fois qu'on le vit. Exact. C'est un peu notre travail. C'est une bonne question. En général, on va présenter le monde municipal québécois comme apolitique. On l'oppose, dans le fond, au palier supérieur où il y a ces débats-là, puis on dit au municipal, il n'y a pas vraiment de débat de cette nature-là. Et évidemment, si on interrogeait les élus municipaux, ils ont certainement des positions sur les questions que mentionnées, le fédéralisme, souverainisme, conservatisme, libéralisme. J'ai quand même l'impression...
Je m'excuse de te couper, mais c'est parce que je trouve ça vraiment drôle. Moi, c'est déjà arrivé qu'une élue m'accuse de faire de la politique dans le monde municipal. Ça m'est arrivé. Ce qui est très étrange comme déclaration, mais c'est symptomatique, je pense, d'une certaine vision du municipal comme un niveau qui est juste là pour gérer un peu les choses au jour le jour, puis qui n'est pas vraiment un espace de délibération, alors que c'est un espace qui est éminemment politique pour moi. Mais les débats se passent évidemment sur un autre spectre peut-être que ceux qu'on voit au fédéral puis au provincial. Si on me demandait un peu d'identifier ces deux pôles-là, et là, j'y vais avec mon explication que ça s'inscrit dans le temps long. À la fin du 19e siècle, début du 20e siècle, au Québec, mais ailleurs aussi en Amérique du Nord, quand il y a des débats dans les villes, on va souvent opposer deux camps. On va parler des réformistes et des populistes. Les populistes, c'est les politiciens qu'on va décrire comme pas seulement corrompus, mais affairistes, disons. Ils sont au service des grands entrepreneurs, des promoteurs fonciers. Ils acceptent des contributions de différentes natures. En tout cas, ça varie là, selon les paramètres à l'époque. Et il y a les réformistes, des gens qui veulent transformer le gouvernement local, qui ont plus d'ambition, qui veulent municipaliser, développer les services publics, par exemple. Donc, il y a cette tension entre les deux. Elle est évidemment caricaturale, c'est-à-dire qu'il y a des réformistes qui sont corrompus ou inefficaces. Il y a des populistes qui vont adopter toutes sortes de réformes intéressantes, mais c'est les deux pôles. Puis j'ai un peu l'impression que c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que on a des politiciens municipaux qui vont être affairistes dans le sens où leur priorité va être le développement économique dans sa plus stricte description, faire construire des habitations, faire venir des entreprises, créer des jobs, et c'est tout. Et on a une tendance plus réformiste qui va être OK, c'est bien le développement économique, mais encore faut-il, garantir le bien-être des gens qui habitent en ville. Donc, réfléchir aux parcs, aux services, à leur qualité, à leur disponibilité, à l'urbanisme. Donc, aller au-delà de tout simplement, faire grossir l'assiette fiscale de la municipalité. Ce sera un peu les deux pôles que j'identifierais. Puis évidemment, on a des gens qui se situent un peu partout sur ce spectre-là. C'est drôle parce que, tu dis, d'un côté, c'est faire grossir l'assiette fiscale de la municipalité, mais, instaurer des réformes, ça vient souvent avec un besoin de fonds publics quand même plus important. Absolument. Donc, c'est pour ça que tu dis il faut faire attention. Disons que c'est schématique. La plupart des gens vont se situer quelque part entre les deux ou alternant entre les deux, mais s'il y avait deux pôles que j'avais identifiés, ce serait ceux-là. Puis dirais-tu que... moi, dans les dernières années, une expression qu'on a beaucoup entendue, c'est la ville à échelle humaine. Oui. Dirais-tu que le concept de ville à échelle humaine correspondrait peut-être aux réformistes? C'est ça que les réformistes veulent instaurer. Fait que c'est un des bouts du spectre, c'est la ville à échelle humaine, puis peut-être à l'autre bout du spectre, c'est peut-être de pas trop... c'est peut-être un peu plus conservateur, dans le sens où plus garder la ville dans l'état où elle est actuellement. Mais en tout cas... Ouais. Ben oui et non là. Je suis d'accord à demi, c'est-à-dire que il y a une des formes qu'a pris ce réformisme-là dans les années 60-70, c'était les fameux experts dont je parlais tout à l'heure qui avaient l'impression que on va transformer l'espace urbain, construire des autoroutes, démolir les vieux quartiers, tout ça. Ils étaient pas à l'échelle humaine ces gens-là. Ils étaient vraiment, on prend un quartier entier puis on reconstruit tout, puis la parole des citoyens nous intéresse peu. Fait que le réformisme mène pas nécessairement à ça, mais c'est certainement un de ses versants. Le réformisme peut, et à mon avis, devrait prendre cette forme-là, c'est-à-dire que une ville qui, par définition, ne sera pas à échelle humaine, parce qu'une ville, c'est grand, c'est diversifié, tout le monde se connaît pas, on n'est pas dans un village. Mais l'échelle humaine prend la forme prendrait la forme pour moi d'un gouvernement qui va à la rencontre des gens dans leur quartier, dans leur voisinage, qui est à l'écoute, et à l'inverse, des citoyens qui viennent se faire entendre aux élus lors des réunions du conseil municipal, lors de consultations. Donc, que les canaux de communication soient ouverts et que quand on réforme l'espace ou les politiques, que les gens aient leur mot à dire. Et c'est l'une des forces, je pense, du municipal, où le provincial a tendance à faire du mur à mur. Le municipal, en théorie, en tout cas, est bien armé pour dire, non, écoutez, tous les quartiers sont pas pareils, tous les voisinages n'ont pas les mêmes besoins, les mêmes problèmes, donc on devrait être capable de s'ajuster, en quelque sorte. Fait que comment que tu résumerais ça simplement, le concept de ville à échelle humaine? Parce que des fois, j'ai l'impression que c'est un peu un jargon, là, quasiment, dans le monde municipal. Fait que comment qu'on le vulgariserait pour quelqu'un qui a jamais vraiment entendu parler de ce concept-là, puis qui... et puis, est-ce que si nos villes sont pas à échelle humaine, sont à quelle échelle? Sont-ils à échelle voiture? Ah oui. Sont à quelle échelle nos villes s'ils sont pas à échelle humaine? Elles devraient être à l'échelle humaine, à mon avis. Ça va de soi. Quelle forme ça peut prendre? Je pense que c'est vraiment cette idée de mettre deux choses, là, de ce véritable dialogue
entre le pouvoir municipal et les citoyens. Et encore là, ça revient au fait que les villes, comment dire, ce dialogue-là est plus facile à créer au niveau de la ville qu'à l'échelle du pays ou de la province. Donc, en théorie, les municipalités sont mieux armées pour entretenir ce dialogue-là. Donc, avoir le dialogue, avoir des canaux de communication, quelle que soit leur forme, et comme tu le mentionnes, un véritable dialogue, parce que ça peut devenir un buzzword rapidement. Et on voit beaucoup d'exemples de consultations qui en sont pas vraiment. C'est un exercice de relations publiques. Donc, c'est de trouver une manière que le dialogue ait vraiment lieu entre les habitants et le pouvoir municipal. L'autre aspect pour moi de cette gouvernance à échelle humaine, c'est ça, c'est l'idée que la ville devrait être un endroit où il est possible d'ajuster les politiques, d'ajuster les approches en fonction des quartiers, des voisinages, des particularités là, des différentes disons, composantes de la ville. Parce que une réflexion que je me suis souvent faite, c'est que j'ai eu l'impression que avec la religion là, qu'on a vraiment plus écarté de nos vies en général au Québec, mais on a quand même perdu un vecteur, tu sais, de création de communauté, puis ils appellent ça, je pense, des liens sociaux faibles, mais pas dans le sens qu'ils sont pas importants, tu sais, dans le sens que tu sais, t'as un lien social vraiment fort avec, mettons, tes parents, ta famille, t'as tes amis, mais après ça, t'as les voisins, le commerçant, le boulanger, tu sais. T'as tous ces liens sociaux faibles-là. Moi, je l'ai beaucoup associé justement au fait qu'on s'est distancé de la religion dans les années 60, puis le travail qu'on a fait à Sherbrooke, là, on appelait ça Sherbrooke au service de ses quartiers. On a essayé de ramener, tu sais, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener un peu ce feeling-là de communauté dans nos quartiers. Mais là, plus tôt, quand on parlait, tu me disais que ça remonte à bien plus tôt que ça, qu'on s'inquiète de la disparition un peu d'un peu des villages, là, tu sais, c'est ça, de ce lieu-là, de ce milieu de vie-là où on se connaît un peu puis où on peut s'entraider, tu sais. C'est une grosse question. Ouais, hein? C'est une grosse question, je vais essayer de répondre. Oui, donc ça fait longtemps qu'on a cette inquiétude-là, puis elle est étroitement associée à l'apparition des villes, là. Donc, je vais essayer de ne pas remonter trop loin, mais fin 19e siècle, les grandes villes se multiplient, et là, les sociologues en Europe et en Amérique du Nord paniquent parce qu'ils ont l'impression qu'il y a une rupture, c'est ça, majeure. Tu sais, on passe de l'époque des villages où les gens se connaissent, les liens sociaux sont forts, et on passe aux villes où là, on a l'impression qu'il n'y a plus de liens sociaux, les gens vont devenir, comment dire, asociaux, ça va créer des conflits, dissoudre la société. Il y a vraiment des écrits un peu apocalyptiques. Et dans les années 10 et 20, on va s'apercevoir que l'apocalypse n'a pas lieu, et notamment, c'est les sociologues de l'école de Chicago qui vont s'apercevoir qu'écoutez, les gens, là, ils les recréent, les liens sociaux, pas à l'échelle de la ville, mais on crée, dans le fond, la ville devient une communauté de villages, donc dans un quartier, dans un pâté de maisons, dans un secteur particulier, mais les liens sociaux se reconstruisent, pas de la même manière que dans un village, mais de manière solide, puis on crée du lien, on crée de la communauté, mais à une autre échelle, puis selon d'autres règles. Tout au long du 20e siècle, c'est une inquiétude qui est toujours là. Dans les années 60, ça repart à cause de la suburbanisation. Là, on a l'impression... Les banlieues. Exact. Fait que là, on avait l'impression que les quartiers, finalement, c'était super cool. Quartier ouvrier, les gens vivent près les uns des autres, s'entraident, etc. Et là, le bungalow va tuer la communauté. Ouais. Fait que ça devient le nouveau... Mais il y a du vrai là-dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, dans les années 60, on le voit, les liens sociaux s'affaiblissent. Il y a des formes, en tout cas, de sociabilité qui disparaissent. Comment qu'on le mesure, ça? Là, ça, c'est l'économiste qui pose la question. Ben non, là. Comment qu'on mesure le fait que les liens sociaux s'affaiblissent? Il y a un sociologue américain, Robert Putnam, que tu connais peut-être, qui a fait sensation dans les années 90, si ma mémoire est bonne, avec un essai qui s'appelle Bowling Alone. Et lui, dans le fond, il a étudié les ligues de bowling aux États-Unis et le déclin marqué de leur membership à partir des années 60. Puis là, évidemment, l'analyse est un peu plus compliquée que ça, mais il a regardé plein de formes d'associations un peu classiques. Puis dans le fond, ce qu'il voit, c'est que tout le monde délaisse ces associations-là à partir des années 60-70 et ça s'accélère. Fait que pour lui, c'est un marqueur que la sociabilité s'effrite et tout ça. Donc là, pour revenir à la question d'origine, donc où est-ce qu'on en est à ce niveau-là? C'est difficile à dire parce qu'on le voit dans des quartiers, dans certains quartiers de Sherbrooke, à Montréal, ailleurs, il y a des sociabilités qui sont fortes, les gens se réunissent dans les parcs, font des fêtes de quartier. Il y a du social puis de la communauté qui se crée, mais ça varie beaucoup d'un secteur à l'autre, d'une communauté à l'autre. J'ai pas de solution facile à proposer. Une des choses qu'on voit certainement, c'est que c'est lié à des facteurs socio-économiques. C'est sûr que dans les quartiers plus aisés, c'est plus facile de créer ça jusqu'à un certain point. Oui, mais on dirait que, tu sais, mettons, je regarde à l'échelle de Sherbrooke les quartiers où est-ce que c'est les plus aisés.
Ou sont pas nécessairement les Ils sont plus... tellement... Oui, Quand tu as tout l'argent pour comme être 100% autonome, oui, on dirait que vu que tu as moins besoin des autres, entre guillemets, oui, il y a pas nécessairement tant de liens que ça qui se font. Moi, ce que j'observe, c'est plus les quartiers. Il y a certains quartiers où les gens s'établissent pour longtemps. Puis je sais pas pourquoi dans ces quartiers-là, les gens s'établissent oui. pour longtemps. Bon, j'ai certaines hypothèses, hein. Mhm. Puis les quartiers où est-ce que il y a beaucoup de roulements. Oui, Puis mais effectivement, là où il y a beaucoup de roulements, c'est vrai que ça va être davantage des quartiers oui, plus défavorisés. Mais une des anomalies qu'on a à Sherbrooke, c'est le centre-ville. oui, oui. Parce que d'habitude, Mhm. dans un centre-ville, c'est là où tu vas avoir comme vraiment un sentiment de communauté très fort. Puis il est quand même là, Mhm. mais on a de la difficulté à démarrer. Tu sais, l'exemple typique, c'est qu'on a essayé quelques fois de démarrer une table de quartier au centre-ville, Mhm. puis ça n'a pas vraiment fonctionné. C'est pas évident. Il y a les commerçants aussi Mhm. qui sont assez nombreux, Oui, versus, tu sais, plus nombreux que dans des quartiers résidentiels, qui apportent une autre dynamique aussi à l'intérieur des... En tout oui. cas, fait que, ouais, ben, intéressant quand même. Les facteurs socio-économiques peuvent influencer sur Ouais, ben, la je serais création. tenté d'amender ma réponse parce qu'effectivement, OK. on le voit dans les quartiers effectivement plus favorisés où c'est plus facile tu sais, de vivre selon le chacun pour soi. Je dirais que dans des quartiers où ça va vraiment mal, où il y a justement tu sais, un Mmh. roulement important de la population, ça devient problématique. Puis effectivement, un peu le sweet spot, pour utiliser un terme technique, Ouais. semblait justement des quartiers populaires où il y a une certaine stabilité dans la population. Il peut y avoir un peu de roulement, mais tu sais, du moment où il y a un noyau dur, si on veut, d'habitants qui restent là depuis un certain temps, qui peuvent assurer une certaine continuité au niveau des institutions locales. Là, on a quelque chose. Puis là, souvent, bon, ben, c'est comment dire, la paroisse, c'est plus vraiment une structure, mais je sais pas, l'école primaire, l'école secondaire, il y a différentes structures qui vont se substituer, puis réussir peut-être à recréer tu sais, du communautaire au niveau local. Et là, c'est probablement le rôle de la municipalité d'appuyer, c'est lorsqu'elle est capable Ouais, c'est ça. ces initiatives-là. Ben, en fait, moi, ce que je trouve drôle, c'est qu'on se demande, tu sais, s'il faut le faire, là. Souvent, Oui. le vrai débat, c'est pas si on est capable, parce que financièrement, tu sais, financer une fête de quartier, là, Mhm. ça coûte vraiment pas cher quand on compare, tu sais, je veux dire, un nid de poule égale une Oui. fête de quartier, là, quasiment, tu sais. Puis, mais, fait que ce que je me rends compte, c'est que c'est plutôt les élus qui disent, ben ouais, c'est pas à nous de faire ça. Pourquoi qu'on Oui. ferait ça, tu sais? Oui. Fait que c'est plus là où on est, que je sens qu'il y a quelque chose sur un spectre. Là, après Oui. ça, Oui. 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 comment qu'il se définit, ce spectre-là? Je sais pas exactement, mais le débat, je sens que c'est plus comme, est-ce que c'est notre rôle de soutenir la formation de liens sociaux, Oui. la création, justement, de quartiers à échelle humaine ou d'une ville à échelle humaine? Ou bien est-ce qu'on devrait laisser la nature faire son œuvre? Puis, Oui. ben, vas-y. Ben, c'est une bonne question. Ça nous ramène peut-être à la question tu sais, réformiste, populiste. Là. L'idée, qu'est-ce Ouais. que le municipal, sa job, c'est que les routes soient pavées comme il faut, ou est-ce que c'est tu sais, d'améliorer Mmh. le bien-être, le bien commun en quelque sorte? Ouais. Moi, je serais quand même tenté de dire, bon, évidemment, on peut discuter tu sais, de la quantité de ressources, de la forme que cet appui-là prend, mais je pense que pour une municipalité, c'est rentable de créer du communautaire parce que des Ah ouais. citoyens engagés s'occupent de leurs infrastructures, participent aux décisions, des gens qui sont engagés vont moins hésiter à payer les fameuses taxes et Ah impôts ouais, OK. pour financer ces politiques-là. Parce que, Ouais, ouais. comment dire, il y a un retour sur l'investissement. Tu sais, Ouais, pour moi, la ouais, 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 citoyenneté, c'est ouais. un peu ça. Tu sais, le deal dans la citoyenneté, c'est je vais payer mes impôts, mais en retour, je veux tu sais, que, Ouais. évidemment, que mes rues soient pavées, mais aussi tu sais, que je me sente investi dans cette collectivité-là. Fait que je pense Que que je subis pas les oui. décisions, mais que j'y participe, Exact. là. Puis bon, tu sais, je pense que là, on pourrait sortir toutes sortes d'études. Il y a toutes sortes d'autres bénéfices. Plus de sécurité, des voisins qui se connaissent, Mmh. sont mis en mesure d'identifier quand il y a quelque chose qui va pas. Ah ouais, c'est Euh, clair que euh, si là, l'auto qui est parquée dans le ben oui, stationnement, c'est voilà. pas la même que d'habitude, le Absolument, voisin, il va peut-être le absolument. remarquer, là, tu Oui, sais. oui, tout à fait. Ouais, ouais. Il y a une célèbre urbaniste américaine, Jane Jacobs, qui, elle, Ah c'était une ouais. de ses grandes thèses, que tu sais, une rue, un quartier vivant s'occupe de ces gens. Donc, Mmh. d'une certaine manière, en investissant dans le lien, dans le communautaire, ben, le municipal trouve une manière, dans le fond, que les citoyens participent Tout à fait. à tout ça. Là. Donc, Ben, tu sais, oui. même en matière de sécurité civile, Mhm. moi, c'était une sociologue américaine qui m'inspire beaucoup, qui s'appelle Melody Warnick, OK, oui. qui, elle, a donné l'exemple. Mettons qu'il y a une grosse vague de chaleur là, accablante, Mhm. puis que tu sais que ta voisine, elle n'a pas l'air climatisé, ben peut-être que tu sais, tu vas l'héberger chez toi un peu parce que Oui, tu sais qu'elle exact. est à risque, mettons, Mhm. pour sa santé. Ou encore, s'il y a des inondations, Mhm. tu le sais que telle personne peut-être est en fauteuil roulant puis qui va avoir besoin en priorité. Exact. Fait que Oui, oui, tout à fait. effectivement, je pense que, que c'est beaucoup plus direct que ce qu'on croirait Oui, en termes. absolument. Mais en même temps, c'est ça. Quand on est en mode
prévention, Oui. entre guillemets, c'est tout le temps plus difficile à vendre politiquement oui, aussi. Là. absolument. Absolument. C'est vraiment le problème. Mais pour moi, les avantages sont là, ils sont concrets. On peut penser aussi à la question de l'intégration des nouveaux arrivants. C'est primordial, je pense, de créer comme ça du lien commun. Moi-même, j'habite dans un quartier très multiethnique et on le voit. L'école, les fêtes de quartier, tout ça participe à l'intégration des nouveaux arrivants. Parce que quand on est né ici ou que ça fait longtemps qu'on est ici, on a déjà notre réseau. Oui. Tandis que eux, leur réseau est complètement à construire. Donc, ça va être un des facteurs facilitants. Oui. Puis les loisirs aussi, tu sais. Oui. Moi, je joue au soccer, puis c'est mon activité multiculturelle. Fait que, effectivement, je pense qu'il y a ça qui est très fort. Puis, tu sais, quand on parle de ville à échelle humaine, là, moi, typiquement, ce qui me vient en tête, c'est le plateau Mont-Royal. Comme tout le monde parle du plateau Mont-Royal, où est-ce qu'on peut marcher, s'amuser, aller prendre un verre, faire des amis, les petits commerçants indépendants, là, tout ça. Fait que ça, c'est comme un peu typique, mais mettons, là, une ville comme New York, là, des gros buildings là, qui est à l'infini, là, tu sais. Ça, là, ça peut-tu être une ville à échelle humaine? Bonne question. Je pense que oui, parce qu'on le voit à New York. Dans la plupart des villes, tu parlais du centre-ville tout à l'heure. Il y a différents types d'espaces dans une ville. Il y a des espaces, disons, de circulation qui sont peut-être moins habités. 24 heures sur 24, là, quand on pense aux grands centres-villes des villes. Donc, ces endroits-là vont être vivants, fonctionnent selon leurs propres règles, qui sont différentes d'un quartier qui se veut plus résidentiel, même s'il y a des commerces et autres. Et là, c'est plus l'idée d'un milieu de vie plutôt qu'un milieu, disons, de circulation, de commerce, de divertissement. Fait que, pour moi, la ville à échelle humaine dans une grande ville comme New York peut se déployer dans les quartiers qui sont habités, les quartiers résidentiels et tout ça, qui soient très denses ou non. Puis on a des espaces qui sont moins des milieux de vie que des milieux d'affaires, de divertissement. Donc, plus une ville est grande, plus elle a comme ça des quartiers qui ont des personnalités très différentes. Mais même à l'échelle de Sherbrooke, on a un peu ce phénomène-là. Les réalités sont pas les mêmes selon qu'on est à Lennoxville, ici au centre-ville. Puis même qu'à la limite, moi, j'aurais tendance à partager les craintes des historiens des années 60 avec l'apparition du bungalow, dans le sens où la densité, tu sais, le fait de vivre dans un milieu où il y a beaucoup de gens, ça fait que tu croises plus d'humains quand même dans ta journée que quand t'es, tu sais, plus en périphérie de la ville, que t'as peut-être un grand terrain puis que t'es, tu sais, presque 100% autonome, t'as jamais besoin de tes voisins pour rien, entre guillemets. J'ai l'impression que c'est là où ça doit être plus difficile de le construire, tu sais. Moi, je serais plus inquiète pour, je sais pas, là, pour Saint-Lin-Laurentide que pour New York. En termes de ville à échelle humaine. Oui, tout à fait. Ben, c'est clair que la banlieue est un problème jusqu'à un certain point. Comment dire, l'étalement urbain qui se poursuit inexorablement au Québec, en Amérique du Nord en général, c'est effectivement pas très bon, je pense, pour le social et le communautaire. Il faut pas diaboliser la banlieue dans le sens où, je pense qu'on va pas ramener tout le monde dans les centres-villes. Puis, je trouve légitime, la volonté d'avoir sa propriété, tout ça. Mais là, c'est une question un peu de dosage et disons d'amplitude du phénomène. On le voit par exemple, je ne vais pas trop m'écarter du sujet de discussion, mais on le voit avec le vieillissement par exemple des boomers, où là on se retrouve avec souvent une ou deux personnes qui habitent un énorme bungalow en périphérie. C'est pas un modèle qui est soutenable d'une certaine manière. Fait que là, il faut trouver des manières là, probablement de réajuster les choses et de maintenir et de créer du lien malgré un peu la transformation des espaces. OK, je nous ramène sur quelque chose qu'on a effleuré un peu plus tôt. On parlait on parlait du Québec versus les régions, les villes. Je pense pas me tromper en faisant l'hypothèse que tu es comme un fervent défenseur du monde municipal, de la décentralisation. Puis, dans un livre récent de François-William Croteau, il introduisait un concept que je trouvais vraiment intéressant. En fait, moi, plutôt que de parler de décentralisation, j'aime mieux le concept de subsidiarité. Oui. Sauf que pour le commun des mortels, ça veut rien dire. Non, exact. Mais tu sais, en gros, c'est la bonne compétence ou le bon domaine dans le bon niveau de gouvernement. Fait que là, on arrive nécessairement au concept d'autonomie. Est-ce que le monde municipal a assez d'autonomie? Est-ce qu'il y en a trop? Puis, je pense que si on essaie d'y aller plus par domaine, y a-t-il des domaines dans lesquels... C'est quoi les domaines là, dans lesquels le monde municipal manque le plus d'autonomie? Là où, si le monde municipal avait plus d'autonomie, on ferait vraiment mieux qu'en ce moment. Oui.
Ben, je pense que globalement, il manque d'autonomie. Je pense qu'on si on y allait de domaine par domaine, là, on pourrait probablement, comment dire, hiérarchiser Ouais. et peut-être voir des domaines où il y a trop d'autonomie. Ça, ce sera pour notre future réforme du monde Oui, municipal, là, exact. la Mais prochaine qui va marquer l'histoire. oui, mais je pense que globalement, il y a un manque d'autonomie. C'est-à-dire OK. que on le voit, tu sais, pour moi, disons, la trajectoire depuis les années 60, si on veut faire relativement court, tu sais, c'est on a une augmentation un peu des responsabilités, de la taille et de la complexité des problèmes que doit gérer le municipal, et on n'a pas l'impression que les pouvoirs et les ressources suivent de manière globale. Tu sais, je pense que c'est un peu ce qu'on voit. Si on disait c'est quoi un peu les principaux, j'identifierais peut-être 2 ou 3 champs, puis ensuite on pourra discuter. Là. Premier champ, la question des finances. Tu sais, la fiscalité municipale telle Ouais, qu'elle ben existe oui, ça. actuellement, elle est problématique parce elle est pas très flexible. Tu sais, elle dépend beaucoup trop du foncier, à mon avis, et elle crée justement des pressions, des tensions qui nuisent au bon fonctionnement du gouvernement municipal. Donc, premier élément. Ça, t'auras pas besoin de me convaincre. Clairement, les villes manquent d'argent. Ben Ça, c'est oui, sûr et oui, certain. oui. Puis le problème, c'est que le gouvernement québécois, comment dire, propose pas de solution à long terme. C'est-à-dire Non. que j'ai écrit un livre là, sur l'histoire de l'Union des municipalités du Ouais. Québec, et c'était ahurissant comment pendant 50 ans, on a l'impression que les municipalités reviennent à la charge constamment. On promet toujours une sorte de nouveau pacte fiscal. Lorsqu'il y en a un, il dure 2 ou 3 ans. Ensuite, il faut revenir. En tout cas, il faudrait une solution durable, fiable et stable pour que les municipalités puissent aller de l'avant. Donc, les ressources, c'est le nerf de la guerre. Les 2 autres éléments qui me viendraient en tête, là, quand je parle de problèmes plus récents, la question de l'urbanisme en général. Ouais. Les municipalités donc sont capables de zoner, tout ça. Puis il y a eu des améliorations, mais je pense quand même qu'elles pourraient avoir les coudées plus franches pour planifier le développement de l'espace matériel de la ville. Pour moi, là aussi, c'est assez élémentaire. Et en continuité avec ça, les problèmes environnementaux, pour moi, Mhm. c'est normal, évidemment, que le provincial et le fédéral aient des choses à dire. Il y a des problématiques qui se règlent pas à l'échelle locale, là, qui doivent être gérées à l'échelle nationale, voire transnationale. Mais pour certaines questions très spécifiques, notamment la question de l'eau, par exemple, les municipalités pourraient avoir pas mal plus d'autonomie pour ce qui est d'affronter les grands défis environnementaux du présent. À la fois les petites, tu sais, il y a les changements climatiques et tout ça, mais il y a toutes sortes de petites choses encore autour de nous là, qui posent problème. Puis on le voit, les résistances sont farouches lorsqu'on pense à toute la rhétorique un peu débile autour de la guerre à l'automobile, au vélo, les pistes cyclables. Mais moi, je Oui. pensais que tu allais me dire ça tantôt sur le spectre. J'étais là Oui, comme moi, je oui, pensais que oui. t'allais me dire, ben, sur un spectre, t'as comme le monde qui sont obsédés par les vélos, puis l'autre bout du spectre, le monde obsédé par les autos. Oui, ça serait un autre spectre Ouais, qu'on ben, pourrait c'est ça. explorer, oui. Il y en a plusieurs, Oui. effectivement. OK. Puis, y a-tu des domaines, tu dirais, où est-ce que les villes sont un peu comme, faut qu'ils s'en occupent, mais sont laissées à elles-mêmes, puis ça devrait pas être dans leur cours? Bonne, bonne Parce que moi, question. j'ai des suggestions pour toi, là. Oui, mais je serais curieux de t'entendre là-dessus. Ouais. Parce que bon, là, le point de vue de l'élu est probablement plus concret que moi. Pour ça, Ah ouais? j'essaie de voir quels seraient certains de ces éléments-là. Mais oui, je serais curieux de l'entendre. Ben, Qu'est-ce qui devrait être... ouais, c'est drôle que tu dises le point de vue de l'élu, parce que toi, dans le fond, comme historien, si je Oui. résume, là, tu sais, dans le fond, c'est parti de rien, là, tu sais, Mhm. les villes, puis un moment donné, on a créé des villes, puis ça a juste comme grossi. Oui, Fait oui. que, fait que là, il faut comme continuer à grossir. Tandis que moi, du point de vue de l'élu, moi, ce que je vois, c'est des affaires qui ont été pitchées Mhm. dans le cours du municipal. L'exemple qui me vient en tête, c'est beaucoup les achats des terrains scolaires, par Ah exemple. mon Dieu, ah oui. Oui, 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 Fait tout que, à tu sais, fait. c'est Oui, comme, oui, vous oui. vous occupez d'éducation, Oui, mais c'est nous qu'il faut qu'ils payons pour le terrain sur lequel vous construisez oui. l'école. Fait que là, c'est juste que je trouve que c'est une pente glissante. Parce que là, ça veut-tu dire qu'il va falloir, tu sais, pourquoi il va falloir acheter les terrains des écoles, mais on n'a pas besoin d'acheter les terrains des CPE, Mhm. les terrains des hôpitaux, Mhm. les terrains des bureaux gouvernementaux rendus là. Tu sais, c'est que il y a aucune, comment je dirais, base théorique, Oui, critère objectif pour oui, déterminer que ça, c'est vous qui le payez, puis ça, oui, c'est nous qui le oui. payons. Mais c'est drôle parce qu'en même temps que je dis ça, moi, je pense que les villes devraient s'occuper des commissions scolaires. Mhm. Mais à l'échelle MRC, parce qu'à Oui, l'échelle municipale, ce serait trop petit dans la plupart des régions du Québec, là. oui. Fait que, tu sais, je suis comme un peu entre les deux. Sinon, l'autre chose que je vois, c'est vraiment les disparités au niveau de la gouvernance, là. Mhm. Les disparités au niveau Oui, démocratique. oui. Tu sais, je parle avec des collègues à Lévis, Longueuil, Laval, Gatineau, puis là, Montréal, j'en parle même pas, là. Mhm. Mettons que que je me compare à ceux des villes d'une taille similaire à Sherbrooke, là. Tout le monde fonctionne différemment. Oui. Tu sais, puis très différemment Mhm. quand même à beaucoup d'égards. Fait que là, c'est comme, il y a des enjeux au niveau
comment je te dirais? Pour moi, la démocratie, c'est quand même un service à la population, là. Oui. Tu bénéficies d'un service démocratique quand même. Puis je comprends pas comment qu'on peut, tu sais, à la limite, on peut accepter que, OK, dans telle ville, tu as des meilleurs services si tu joues au soccer, Mhm. mais comment qu'on peut justifier démocratiquement qu'au Québec, dans telle ville, tu as un bon service démocratique, puis dans telle autre ville, Oui. non, on est comme 10 ans en arrière? Oui, c'est une grosse question. Pour moi, il y a deux choses. D'une part, tu sais, même si demain matin, on appliquait une énorme réforme municipale, on réglait 95% des problèmes, il y aurait quand même le danger. Il faudrait trouver des mécanismes pour compenser les disparités, c'est tout simplement entre municipalités riches et pauvres. C'est-à-dire que toutes les municipalités n'ont pas les mêmes moyens, la même population, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait qu'il y ait une autorité centrale pour éviter qu'il y ait des écarts énormes qui se creusent en termes de qualité des services, par exemple. C'est drôle parce que j'aurais cru que tu m'aurais plutôt dit la disparité entre les villes, entre les milieux plus ruraux puis les milieux plus urbains. Oui, ben là, c'est que je suis un historien de la ville. Fait que moi, je pense disons, en termes disons, métropolitains, de quartier, tout ça. Fait qu'on est plus dans l'urbanité. Mais il y aurait ça aussi, là, c'est-à-dire qu'on le voit, là, toutes les petites municipalités, le Québec est parsemé de municipalités de quelques dizaines et centaines d'habitants qui peinent à fonctionner. Je pense que c'est quoi, 70% des municipalités qui ont moins de 2000 habitants. Puis on parle de centaines et de centaines de municipalités. Puis je pense que 70% des municipalités, c'est 7% de la population. Exact. Oui, ben je me souviens. C'est quand même fou, là. À l'époque du débat sur les fusions-défusions au tournant des années 2000, je me souviens que c'était un des refrains de Peter Trent, le maire de Westmount, qui disait que les fusions, c'est pas à Montréal qu'il faut les faire, c'est en région où il y a comme ça un millier de municipalités qui vivotent. Parce que clairement, Montréal est un excellent exemple de gouvernance municipale. Il n'y a rien à changer. Oui, tout à fait. Il n'y a rien à changer. Mais si on revient à la question de la démocratie, là, je suis tout à fait d'accord. Il y a quelque chose qui cloche avec les démocraties municipales au Québec et il faut remonter aux origines. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure quand j'ai fait mon histoire des municipalités en 5 minutes. On n'a pas créé les municipalités pour être des espaces de délibération. L'idée, au milieu du 19e siècle, c'est de créer un gouvernement qui va gérer le territoire, éviter les désordres, et c'est tout. Et on voit vraiment les échos de ça par la suite. C'est-à-dire que c'est très long avant que les locataires aient le droit de vote au Québec. C'est un gouvernement propriétaire. C'est l'idée que les gens qui possèdent du foncier, c'est les gens qui sont responsables et qui peuvent se prononcer. Les femmes également, évidemment, ça prend un certain temps. Donc, on a un palier de gouvernement où, en comparaison du provincial et du fédéral, on a tardé à adopter toutes sortes de réformes. Il faut attendre les années 70-80 du 20e siècle pour qu'on fasse vraiment un premier ménage significatif au niveau de la démocratie municipale. Et comme tu le dis, il reste beaucoup de travail à faire parce qu'on le voit encore aujourd'hui. Il y a des choses qu'on accepte dans certains conseils municipaux qui seraient inconcevables au provincial, au fédéral, mais qui seraient vues comme des entorses majeures au fonctionnement d'une démocratie délibérative de base. Et là, on tolère ces choses-là au municipal et comme tu dis, des disparités majeures au niveau des pratiques. Là, il y a quelque chose. On le tolère, voire, j'oserais dire, des fois, on le vénère. Oui. Tu sais, je donnais l'exemple. Moi, c'est arrivé quand même souvent que j'ai croisé des maires qui se vantaient que ça faisait plus de 10 ans, plus de 20 ans qu'il n'y avait pas eu une seule personne qui avait voté contre de quoi en séance conseil municipal. Imaginez si, à grandeur du Québec, à l'Assemblée nationale ou à la Chambre des communes, ça avait été unanime depuis 10-20 ans. Oui, absolument. C'est comme... Et là, aujourd'hui, même moi, je l'ai vécu, là, c'est quand même quelque chose de très récent, là, que le monde commence à trouver ça normal, qu'il y a une diversité de points de vue autour d'une table de conseil municipal. Le dernier conseil municipal, j'étais la seule de l'opposition par rapport à 14 indépendants et je me faisais dire quand je votais contre des choses que je faisais de la chicane, que je m'opposais tout le temps, que je faisais du blocage, alors que j'étais juste là. Non, mais je suis juste pas d'accord puis je représente plusieurs personnes qui sont pas d'accord avec vous, là. Je pense qu'il y a un travail énorme à faire à ce niveau-là. Puis on le voit, c'est ça, les retards sont perceptibles partout. Là. Les règles du jeu, on a pris plus de temps à les moderniser. La question justement de la transparence dans les pratiques électorales et tout ça. Tout s'est fait plus en retard au municipal qu'ailleurs. L'arrivée des femmes, la diversification du profil des élus, encore là, 10-20 ans de retard sur le provincial et le fédéral. Il y a vraiment quelque chose là. Puis, à mon avis, ça se reflète bien dans le taux de participation. On le voit, les taux de participation sont systématiquement plus bas au niveau des élections municipales et je pense que ça s'explique en partie pour ça. Les gens ont un peu l'impression d'être face à un gouvernement qui fonctionne pas selon les mêmes règles du jeu que le provincial et le fédéral. Et donc, ça nourrit un désengagement. Fait que je pense que là, c'est ça, là aussi, j'ai pas de solution facile. Par où est-ce qu'on prend ça? Comment on commence à changer tout ça? Mais c'est clair que
les gens seraient plus engagés s'ils avaient l'impression d'être face à un gouvernement plus transparent, plus délibératif, où il y a une place pour une parole d'opposition. Comment dire, de la même manière, si les gens s'impliquaient plus, que les taux de participation aux élections augmentaient, ben on verrait encore plus, je pense, une diversification du profil des élus, encore plus une diversification des problèmes, des questions qu'on amène au municipal. Et là, je me permets de rêver un peu. Le provincial et le fédéral n'auraient pas trop le choix de réagir s'il y avait comme ça ce renforcement du pouvoir local là, qui deviendrait un véritable contre-pouvoir en quelque sorte. Là. Ce qu'il est quand même sur certaines questions, même aujourd'hui, mais on pourrait en faire beaucoup plus. C'est juste un exemple. Là, quand tu disais, le monde, ils disent comme « Oh non, le municipal, c'est différent. » là. L'exemple, moi, qui me vient en tête, c'est les partis politiques. Oui. C'est le nom, parce que moi, j'ai fait le choix d'y aller avec un parti politique. Je me suis déjà présentée comme indépendante là, dans le passé, en 2013. Mais après ça, j'ai choisi la voie d'avoir un parti politique. Puis, si tu savais le nombre de fois que je me suis fait dire comme ah non, ça, des partis politiques, là, pas au municipal, ça n'a pas sa place au municipal. Puis même chez les élus, là, on l'entend beaucoup, là, ça fait partie des tabous à l'Union des municipalités du Québec. Là, parler des partis politiques, là, il faut faire bien attention parce qu'on le sait qu'il y a des clans. Là, tu sais. Fait que même les élus, en fait, on n'est pas à l'abri, je te dirais, de ces espèces de conception-là qu'on a sur le monde municipal, même nous qui sommes dedans. Ben, c'est clair qu'il n'y a pas d'unanimité dans le monde municipal, puis c'est un peu ce qui permet au provincial d'ignorer jusqu'à un certain point certaines dédoléances du municipal. C'est toujours facile de diviser un peu pour régner, et c'est un des défis pour l'UMQ, la fédération également, c'est comment est-ce qu'on réussit à trouver des positions qui réunissent les maires, mairesses des grandes métropoles, des banlieues, des petites villes, des moyennes villes, des villages ruraux. C'est tout un casse-tête. Ça veut pas dire que c'est pas faisable, mais c'est un des obstacles, je pense, majeurs. OK. Là, on arrive vers la fin, là, dans les dernières minutes. Fait que là, je veux profiter quand même du temps qui nous reste pour que tu nous parles un peu plus au niveau de Sherbrooke. Oui. Qu'est-ce qui, à Sherbrooke, nous distingue? Tu sais, t'es un expert du monde municipal, t'as étudié des villes partout au Québec. C'est quoi là nos points différents qui font que Sherbrooke est unique ou du moins qu'elle se distingue des autres villes? Ah, bonne question. Je vais essayer de pas parler trop longtemps parce que j'aurais bien des choses à dire. C'est une ville très intéressante. Au niveau de son histoire, c'est sûr. Au niveau de son histoire, elle est fascinante parce que elle arrive tard. Donc, les années 1830, Trois-Rivières, Montréal, Québec, c'est des vieilles villes coloniales. Sherbrooke arrive assez récemment. Elle arrive dans une région où, au début, elle est beaucoup plus tournée vers les États-Unis, vers la vallée du Saint-Laurent. Donc, Sherbrooke est près de la frontière et dans une région qui est en communication très intense avec nos voisins américains, au début de son histoire, en tout cas. Elle est intéressante aussi. L'eau, la présence de l'eau, la Saint-François, la Magog, on ne choisit pas le site pour rien. Donc, environnementalement, c'est un décor intéressant, là où est Sherbrooke. D'ailleurs, c'est ça, elle est ici parce qu'on a les gorges de la Magog, ici, pas trop loin, qui offre une puissance hydraulique intéressante. Et aujourd'hui, cette eau, elle est toujours là, à la fois pour, les parcs, les merveilleux parcs qu'on a. On produit encore de l'électricité. On a encore des maux de tête lorsqu'on est obligé de fermer un pont ou une artère centrale parce qu'on a ces rivières qui sont des obstacles à contourner. Donc, pour moi, l'environnement Sherbrooke est intéressant à ce niveau-là. La question aussi des communautés linguistiques. On a une ville qui était d'abord très anglophone, qui va devenir de plus en plus francophone à partir des années 1860-1870, donc qui se transforme rapidement avec toutes sortes d'impacts politiques, notamment la municipalisation de l'hydroélectricité qui découle en partie d'une alliance entre Irlandais et francophones à l'époque pour renverser justement des intérêts plus anglo qui veulent maintenir donc la prédominance une alliance francophone-irlandais, donc c'est comme une alliance religieuse. Oui, catholique, exact. Et réformiste d'une certaine manière, pour municipaliser un service qui est entre les mains donc d'une entreprise privée qui abusait un peu de sa position monopolistique assez étonnamment. Aussi une ville quand même, pour sa taille, c'est une ville très multiculturelle depuis déjà les années 70-80. Sherbrooke a accueilli très tôt des réfugiés, des immigrants. Donc ça aussi, c'est intéressant. J'ai un étudiant notamment qui travaille, qui a fait un très bon mémoire sur l'arrivée des réfugiés vietnamiens dans les années 70-80 dans les cantons de l'Est et en particulier à Sherbrooke. Donc, c'est une ville de sa taille. C'est une de celles qui a accueilli très tôt et en assez bon nombre. Donc, c'est des nouveaux arrivants là, d'un peu partout. Donc, tout ça fait pour moi que la ville de Sherbrooke est intéressante là, à bien des égards. La plus intéressante. Je pense que oui. La plus intéressante. OK. Puis là, on est un peu comme
en période électorale. Là. C'est pas encore officiel, c'est pas encore commencé. Mais juste profiter de la présence d'un historien pour jouer un peu au grand sage. Là. Oui. Il y a plein de gens qui se présentent aux élections, que ce soit à Sherbrooke, que ce soit dans le reste du Québec. Oui. Comment un historien peut expliquer aux gens l'importance de s'appuyer sur le passé de nos villes pour réfléchir à l'avenir du monde municipal? Comment dire, j'aurais une réponse, comme j'aurais une réponse, disons, ironique et cynique, puis une réponse plus optimiste. La réponse plus cynique, ce serait que, comme historien, il y a quand même quelque chose d'un peu, parfois, déprimant à étudier l'histoire du municipal à cause de la récurrence désespérante de certaines problématiques. Je parlais tout à l'heure de la question fiscale, de toujours devoir renégocier. Je me souviens quand je travaillais sur les rapports banlieue-ville centrale à Montréal, on était tout le temps en train de discuter de métropolisation et tout ça, avec les mêmes arguments en 1927 qu'en 2002. Donc, on avait l'impression de tourner en rond. C'est ma réponse cynique. Ma réponse plus optimiste, évidemment, c'est pas toujours comme ça. Ma réponse plus optimiste, ce serait de dire que on a plein de cas, il y a plein d'exemples vraiment intéressants où on voit que les élus locaux font une différence. Donc, on voit des initiatives majeures, les réformes dont je parlais tout à l'heure à la grandeur du Québec, mais une des choses qui m'a fasciné quand j'ai étudié les gouvernements municipaux, plus durant la deuxième moitié du 19e siècle, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, le régime est créé pour être peu démocratique, peu efficace. Et là, ce qui est fascinant quand on creuse dans les PV des conseillers municipaux, c'est qu'il y a plein d'élus à Joliette, à Drummondville, ailleurs, qui vont aller bien au-delà de ce que prévoit la loi. Et là, on les voit délibérer. Hey, ce serait pas à nous de décider s'il y a un pont qui est là, il y a un problème de pollution, ne devrait-on pas faire quelque chose? Tout à l'heure, je parlais des femmes, elles n'ont pas le droit de vote au municipal pendant longtemps, mais dès la fin du 19e siècle, elles s'organisent en association. Elles n'ont peut-être pas le droit de vote, mais on les voit au conseil municipal dire on veut des parcs, on veut ci, on veut ça. Donc, la capacité des citoyens de se mobiliser, la capacité des élus à, même dans un cadre qui les contraint, dire écoutez, on va comment dire, pas briser les règles, mais disons les contourner de manière créative. Ça donne espoir que le local peut jouer toutes sortes de rôles, parfois bien au-delà du mandat qui lui a été donné. Ce serait un peu ma réponse optimiste. Mais là, j'espère qu'on a convaincu tout le monde que c'est au municipal que ça se passe. C'est au municipal que ça se passe, définitivement. En tout cas, du moins, on a un partisan de ça ici. Fait que, merci beaucoup d'avoir été là. C'était vraiment intéressant. Les gens qui veulent en savoir plus, comme, tu sais, on peut chercher Harold Bérubé. On va voir qu'il y a plusieurs lectures. Puis tu présides aussi une chaire de recherche. Oui, sur l'histoire contemporaine du Québec, dans laquelle il y a des chantiers là, vraiment spécifiques pour le monde municipal. Notamment, on s'interroge beaucoup justement sur la démocratie locale, comment l'améliorer, et on s'interroge beaucoup sur la revitalisation des quartiers, des espaces urbains qui en ont besoin. Ah ben c'est super intéressant. Donc, les gens qui veulent en savoir davantage, on vous invite à aller faire vos recherches et à vous fier à des sources très fiables comme les tiennes. Donc, merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Merci à tout le monde qui a rendu la production de cette balado possible. Et si vous voulez en savoir davantage, on a d'autres balados que vous pouvez écouter. Puis peut-être, qui sait, d'autres balados à venir aussi. Alors, merci tout le monde. Si vous avez aimé, on vous invite à l'indiquer avec un pouce en l'air, à mettre des commentaires, à interagir avec nous. On veut savoir aussi ce que vous en pensez. Merci, à la prochaine.